Bon, bonsoir, bonsoir à chacun, bonsoir à vous. Nous parlons aujourd'hui de violence conjugale. Il y a quelque temps, si vous suivez l'actualité, il y a eu plusieurs violences conjugales physiques qui ont amené à des décès. Des décès dans les milieux chrétiens, ça, pour certains, ça a l'air de quelque chose de nouveau, mais pour ceux qui s'y connaissent, c'est très, très ancien. La violence conjugale ne date pas d'aujourd'hui, elle a toujours existé et elle existera toujours. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des violences conjugales. C'est une masterclass que nous avons faite par les couples de famille à cœur, que nous offrons en cette soirée pour dire quelque chose sur les violences conjugales. Nous avons entendu beaucoup de choses sur Internet ces jours-ci. Nous avons entendu beaucoup de personnes donner des avis sur ce qui devrait être fait, sur ce qui ne devrait pas être fait. Et nous avons dit, aujourd'hui, nous allons parler de ces violences conjugales. C'est quoi les violences conjugales? Pourquoi les violences conjugales? Comment on s'en sort? Comment on va dire ça? Comment on les anticipe pour ne pas sombrer dedans? Merci d'être de nôtre. Merci d'avoir pris ce temps pour parler de violences conjugales avec nous. Nous pensons que vous avez une petite idée, vous avez une idée même peut-être plus grande sur les violences conjugales, mais ce partage va se suivre par une discussion dans le groupe WhatsApp des couples de famille à cœur. Ils ont voulu que nous partageons sur Zoom, pour toutes les personnes qui peuvent suivre la formation sur Zoom, qui puissent suivre ce partage. Alors, les violences conjugales, on va certainement s'accorder sur les définitions et puis on va parler de l'origine des violences conjugales, on va parler un peu de comment ça se développe dans une relation conjugale et enfin, on va essayer de montrer le rapport qu'il y a ou alors la manière dont on peut se combattre les violences conjugales dans une relation conjugale. Donc, nous, sans plus attendre, nous allons commencer. Nous avons commencé avec un léger retard. Nous demandons pardon à tous ceux qui sont arrivés à l'heure et nous n'allons pas continuer à attendre ceux qui viennent après pour ne pas pénaliser ceux qui sont arrivés à l'heure. Donc, nous allons commencer par notre plan. Nous allons présenter un peu la personne qui parle en arrière-plan. Ensuite, nous allons, comme dit Amos, nous accorder sur les définitions. Et puis, nous allons voir les typologies de violences, les conséquences et les modes d'action. Alors, moi, je suis Roger Fondy, je suis conseiller conjugal et coordonnateur de famille à cœur, qui est une association dont l'objectif est l'épanouissement de la famille. Mon numéro est le 699 78 63 08 et le site internet dans lequel se trouvent toutes nos ressources s'appelle familleacœur.net, www.familleacœur.net. Vous pouvez le noter, je suis marié depuis 1996, donc je suis à ma 26e année de mariage. Je suis à l'origine ingénieur informaticien, propriétaire d'une entreprise de services en ingénierie informatique et je me suis intéressé. Cela m'a permis d'apprendre à savoir ce que c'est la vie conjugale. Cela m'a permis de découvrir les secrets de la vie conjugale. Et quelques temps après, j'ai été défié à donner des enseignements dans ce ministère de la famille à l'époque. J'en ai écrit même des documents. J'ai écrit plusieurs livres sur la vie conjugale. Et aujourd'hui, je suis vraiment privilégié d'être celui qui va partager ce moment sur les violences conjugales. Donc, je suis non seulement assez âgé dans le mariage, ensuite j'ai suivi des formations. La dernière que j'ai suivie m'a même donné un diplôme de conseiller conjugal et je me présente surtout comme coach parce qu'au-delà du conseil conjugal, il y a l'accompagnement que je fais, l'accompagnement des uns et des autres. On peut se demander pourquoi je m'intéresse aux violences conjugales alors que c'est un sujet purement psychologique. On va comprendre par la suite que avant d'arriver chez le psychologue, parfois, la personne qui est victime de violence conjugale a besoin de parler à quelqu'un, a besoin de s'exprimer, a besoin de comprendre ce qui se passe. Et à ce moment-là, en tant que conseil et coach conjugal, nous sommes très appropriés pour pouvoir écouter les gens, pour pouvoir les guider vers les meilleures ressources qui leur soient disponibles par rapport à leur situation. Donc, sans plus attendre, nous passons à la prochaine étape, quels sont les types de violences conjugales. Ça, j'ai pris ça dans un site internet parce que je suis allé fouiller pour voir quels sont les différents types de violences qu'on peut trouver au niveau conjugal. La violence que tout le monde connaît beaucoup plus, c'est la violence physique, mais il y a aussi la violence qui est émotionnelle, il y a les violences sexuelles,
il y a la violence au niveau financier, il y a des violences technologiques et il y a des violences aussi qui sont par la loi. On va voir que deux personnes ne marchent pas ensemble sans s'être accordées. Mon accord porte sur les définitions. Il faut que vous compreniez ce que j'appelle violence conjugale pour pouvoir comprendre par la suite de quoi nous parlons aujourd'hui, de quoi nous parlons ensemble. Alors, c'est quoi une violence conjugale? La violence conjugale concerne toutes les violences physiques, coups et blessures, psychologiques, harcèlement, menaces, insultes, ou sexuelles, viol, attouchement, commises sur une femme ou un homme au sein d'un couple marié ou vivant en concubinage. Vous avez vu, et c'est très important de noter que ce sont des choses qui sont commises sur la femme ou sur l'homme. La tendance est de penser que la violence conjugale n'est orientée que sur la femme, mais il faut savoir que toutes ces violences-là peuvent être sur l'homme comme sur la femme. La deuxième définition que j'ai, c'est que c'est un modèle de comportement abusif dans une relation intime où l'un des partenaires tente de contrôler ou dominer l'autre. En fait, dans la relation conjugale, on a remarqué qu'il y a assez souvent, de la part des deux conjoints, un processus de contrôle, un processus de domination de la relation. C'est-à-dire que l'un et l'autre, quels que soient les moyens qu'il a, cherchent à dominer la relation, à être celui qui donne la direction à la relation, à être celui qui impulse la relation. Ce comportement peut être verbal, ce comportement abusif peut être verbal, il peut être psychologique, il peut être physique, il peut être sexuel, il peut être financier, il peut être technologique. Puis on a même dit qu'on peut même utiliser la loi pour abuser des autres. On peut prendre la loi comme élément sur lequel on va abuser l'autre. La victime va se sentir effrayée, confuse, dépendante et vraiment peu sûre d'elle. Voilà là où je voulais qu'on commence par dire on s'accorde sur les définitions. Comme on s'est accordé sur les définitions, c'est bien aussi de savoir que la violence conjugale est une construction sociale dans la mesure où la société et ses institutions véhiculent des valeurs qui favorisent son émergence. Vous allez voir que les sociétés anciennes ne connaissaient pratiquement pas les violences conjugales. Dans la Bible, on trouve très peu de cas de violence conjugale. Je n'en ai pratiquement pas trouvé dans la Bible. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui n'était pratiquement pas connu à cause de la manière dont la société fonctionnait. Donc la violence conjugale a aussi une origine très sociale, une origine dans la manière dont les valeurs sont véhiculées. Ces valeurs qui sont véhiculées favorisent aussi l'émergence de la violence conjugale. Alors, commençons par les types de violence conjugale. Il y a la violence physique. La violence physique, c'est celle qu'on rencontre le plus, enfin, c'est celle sur laquelle il y a une meilleure communication. C'est celle sur laquelle on parle le plus. Taper, battre, frapper son conjoint, le bousculer, le gifler, le tenir ou le retenir. Notre affiche pour cette conférence, c'était un homme qui retenait la main de sa femme, l'étrangler, l'étouffer, lui infliger les ecchymoses, les piqûres, d'autres même piquent avec des aiguilles et tout ça, les lacérations, ainsi de suite. Tout ce qui peut être difficile, tout ce qui peut être, comment on va dire ça, combat, tout ce qui peut être violence au niveau physique. Nous avons une histoire actuelle où un homme a battu sa femme, chantre, elle en est morte. Il l'a frappé. Il le faisait même frapper, même pas les enfants. Ce n'est pas la seule histoire qu'on a, mais les violences physiques, c'est vraiment tout ce qui touche au corps physique de la personne. En deuxième partie, nous avons ce qu'on appelle les violences émotionnelles. Elles sont plus subtiles, elles sont plus cachées. Ce sont les menaces, ce sont les intimidations. Vous savez, une relation conjugale où le mari intimide sa femme, elle est coincée, elle est humiliée publiquement, en privé, des humiliations. On lui parle de manière inconsidérée. Il y a aussi une jalousie, une possessivité extrême qui empêche l'autre même de s'exprimer, de pouvoir même montrer ses émotions et ses sentiments. Les menaces d'actes de violence, vous avez un conjoint qui chaque fois vous montre que si vous faites telle ou telle chose, il est capable de vous faire du mal, il est capable de vous frapper et tout ça. Et puis, il y en a aussi qui sont dans les critiques constantes, critique sur critique, du matin au soir. Vous ne savez même pas s'il y a quelque chose de bien qui se fait dans cette maison-là. Le conjoint qui est critiqué commence à avoir des doutes sur sa personne, avoir des doutes sur sa compétence, avoir des doutes même sur ses capacités, les insultes, les dépréciations, le rejet même de blâme et parfois l'atteinte à sa vie privée.
Ensuite, il y a la quatrième violence, elle est sexuelle. C'est le fait de contraindre la victime à avoir un rapport sexuel. En réalité, les rapports sexuels dans une relation conjugale sont consentis. La Bible dit que le corps de l'homme appartient à la femme, le corps de la femme appartient à l'homme. Cela ne veut pas dire que l'homme doit faire du mal à sa femme ou la femme faire du mal à son mari parce qu'il veut obtenir des rapports sexuels. La personne qui ne se donne pas a des comptes à rendre surtout à Dieu et non des contraintes à recevoir de son conjoint. Nous devons tout faire pour avoir des rapports sexuels consentis, agréables et relaxants. Le fait d'obliger son conjoint à regarder des films pornographiques alors qu'il ne, ça sort du cadre de ses valeurs est une violence sexuelle. Le fait de lui transmettre des maladies est une forme aussi de violence sexuelle. Lui exiger de lui faire des photos à caractère sexuel ou le filmer à son insu pour garder dans son téléphone, ce sont des violences sexuelles. Le fait de lui faire prendre des drogues à son insu ou même avec son consentement pour pouvoir le manipuler sexuellement est une violence. C'est une violence sexuelle. Voilà pour les violences dites sexuelles. Nous passons maintenant aux violences dites financières. Alors, vous avez un qui a beaucoup d'argent ou qui travaille, pendant que l'autre en a moins ou ne travaille pas. Et on commence à lui faire du chantage sur les finances. On commence à retenir de l'argent pour lui faire chanter. On essaie de lui montrer qu'on peut l'empêcher de fonctionner parce qu'on retient de l'argent. Il y a aussi d'autres qui empêchent l'autre d'avoir accès au compte bancaire. C'est-à-dire, il bloque, il enferme les chéquiers, il empêche d'avoir accès aux cartes de crédit. Ou alors, si l'autre travaille, il dépense abusivement son argent. J'ai vu des couples où le conjoint fait tout pour ruiner l'autre, fait tout pour dépenser de manière abusive, de telle sorte que l'autre ne puisse rien garder. Ou bien il refuse de l'assister financièrement. Le fait de jouer au jeu de hasard avec l'argent de la famille est aussi une forme de violence financière. Je ne vais pas insister longtemps dessus. Et puis, il y a maintenant, avec les nouvelles technologies, les violences technologiques. Vous avez quelqu'un qui met dans le téléphone de son conjoint un GPS qui le poursuit dans toute la ville. Il est capable de l'appeler pour dire, tu es à tel endroit, à ce moment-ci, qu'est-ce que tu fais là-bas? Ça, c'est du harcèlement, c'est une violence technologique. Ou alors exiger des enregistrements de sa journée, de ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Ça aussi, c'est une violence technologique. Je voulais dire à ceux qui se pensent, qui sont très amoureux ou alors qui sont très, je ne sais pas comment exprimer ça, que le fait d'envoyer des SMS excessifs à son conjoint ou des WhatsApp excessifs, c'est un acte de violence. J'ai vu, parce que j'ai reçu une personne qui était victime de violence de son conjoint, la personne m'a montré le nombre d'appels qu'elle a reçus de son conjoint, le nombre de messages qui lui a été envoyés, c'était vraiment de la violence. Pas le contenu uniquement, mais la quantité. C'est-à-dire que c'était à la limite un WhatsApp à la minute. C'est-à-dire c'est comme si toute la journée, la personne a passé son temps à lui écrire, lui écrire, lui écrire, lui écrire. Ça, c'est une violence technologique. J'ai eu un jeune couple qui est venu, le garçon s'est plaint parce qu'il avait l'impression que sa femme savait tout ce qu'il fait. Et quand ils ont vérifié de près, elle avait installé dans son téléphone un logiciel espion. J'ai demandé à la dame, pourquoi tu fais ce genre de choses? Elle m'a dit, j'ai entendu parler de ça et je voulais tester. Et en fait, le gars subissait une violence technologique. Chaque fois qu'il avait un rendez-vous, le rendez-vous était effacé de son téléphone et l'autre avec qui il a rendez-vous se plaignait en disant, tu as lu mon message, tu l'as effacé et tu n'es pas venu au rendez-vous, tu n'es pas sérieux, jusqu'à ce qu'il se rende compte que sa femme, en arrière, coupait ses messages, effaçait, choisissait, écrivait même à ses amis, les insultait et tout ça. Et les amis, eux, savaient que c'est l'autre qui fait. Et ça, elle le faisait sans toucher à son téléphone, simplement, pardon, parce qu'elle avait installé un logiciel espion dans le téléphone de son conjoint et ça lui faisait prendre le contrôle de son téléphone et elle pouvait faire des actes de sabotage vis-à-vis de son conjoint. Il y a même le fait d'avoir à usurper l'identité de quelqu'un. Ça dit que le conjoint va sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok et crée un compte
au nom de son conjoint, alors que ce n'est pas le conjoint, et essaye d'appâter par maçonnage les personnes qui sont susceptibles d'être les concubines ou les concubins de son conjoint pour essayer de les amadouer ou essayer d'entrer en relation avec eux. Ça, c'est aussi une violence technologique. Le fait de surveiller les communications des gens, le conjoint doit être libre de laisser son téléphone partout à la maison sans avoir peur que l'autre puisse entrer dans son téléphone pour le fouiller et pour lire ce qu'il y a dedans. Le téléphone est personnel. Le conjoint n'a pas besoin de mettre des verrous sur son téléphone parce que l'autre est supposé respecter son intimité au niveau de son téléphone. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas le droit de lire, mais elle n'a pas le droit de l'espionner. Elle n'a pas le droit d'aller dans son téléphone pour fouiller, pour voir, parce qu'une m'a dit, parfois j'entre dans le téléphone de mon mari et je retrouve les messages qu'il a effacés, je retrouve les photos qu'il a effacées, et je lui demandais, mais qu'est-ce que tu vas chercher aussi loin? Qu'est-ce que tu veux des problèmes? Tu veux être ennuyé? Qu'est-ce qui te pousse à faire ce genre de choses? Et puis, tu as les publications dans les réseaux sociaux. Quelqu'un publie les images de son conjoint dans les réseaux sociaux, publie les photos compromettantes de son conjoint dans les réseaux sociaux ou essaie de lui faire un chantage dans les réseaux sociaux en postant des paroles que lui et son conjoint comprennent, mais qui sont des formes de violence extraordinaire contre son mari ou sa femme. Autre violence, c'est lié au droit. Vous avez des couples qui sont en difficulté et l'autre décide de menacer l'autre pour obtenir la garde des enfants. Vous êtes en difficulté. J'ai eu ce cas avec un couple que je suivais qui est aux États-Unis actuellement et la femme souffrait parce que le peu de moyens qu'elle avait, elle se sentait, elle était ruinée parce que son mari déposait presque chaque semaine une requête au tribunal. Chaque semaine, déposait une nouvelle requête au tribunal et elle devait se défendre. Et c'est des pays où se défendre, tu ne peux pas te défendre seul au tribunal, tu as besoin du service d'un avocat. Et il la ruinait par des requêtes qui sont même parfois non fondées, mais l'essentiel, c'était qu'elle soit ruinée. Ça, c'est une violence par abus du droit. Et par exemple, appeler la police tout le temps, être toujours en train de montrer que l'autre fait mal ou d'utiliser des tactiques de corruption pour retarder une procédure simple. Tu vas aller corrompre les magistrats, corrompre par-ci, corrompre par-là pour retarder une procédure qui aurait pu se faire très simplement. On a des gens qui forcent, par exemple, leurs femmes à renoncer à leurs droits légaux. Ils menacent de la blesser, de la tuer si elle poursuit les procédures. Ça, c'est le dernier type de violence sur lequel je voulais qu'on parle. Je veux que ce partage soit très court pour qu'on se retrouve dans le groupe WhatsApp pour avoir une meilleure discussion, pour que chacun puisse s'exprimer. L'autre violence qu'on a vu, on en a vu 6, je crois. Maintenant, on va voir où sortent les violences conjugales, d'où ça sort. Première chose qu'il faut savoir, c'est que les violences viennent parfois au niveau individuel. C'est-à-dire que la violence peut venir de la personne elle-même, pas celle qui est violentée, mais le gourou, celui qui fait du mal, peut être à l'origine de cette violence-là. Et parfois, ça vient de quoi? Ça vient de l'attachement qu'il a eu dans l'enfance. Le problème d'attachement qu'il a eu dans l'enfance l'empêche de comprendre la relation conjugale, le met dans une situation de, on va dire quoi, de jalousie finalement par rapport à sa propre relation avec son conjoint. Il y a même des personnes qui ont vécu des violences ou ont été témoins des violences en tant que victimes ou en tant que témoins et qui ont finalement intégré le fait que la société est une société où le plus grand mange le plus petit, où le plus fort frappe le plus faible. Et donc, dès qu'ils se retrouvent dans le mariage, ils ont l'impression qu'ils sont dans un champ de bataille où il faut frapper l'autre, il faut utiliser la procédure de domination conjugale pour dominer l'autre en utilisant les formes de violence qu'on a vues tout à l'heure. Mais il y a un que beaucoup de gens mettent souvent de côté, c'est que les personnes peuvent avoir des troubles psychologiques importants. Quelqu'un peut avoir des troubles de la personnalité et ça l'amène à devenir quelqu'un de violent à cause des troubles de la personnalité. Cela, je leur dis, vraiment, si vous avez la certitude que votre conjoint a un trouble de personnalité ou des troubles psychologiques, il vaut mieux prendre les services d'un thérapeute. Et les thérapeutes dont je parle, c'est les psychologues.
C'est eux qui traitent des problèmes de comportement, des problèmes de personnalité. Ensuite, ce n'est pas les conseillers conjugués qui traitent des problèmes de personnalité ou des troubles psychologiques. Ça, c'était bien à savoir. Ensuite, il y a l'alcool, la drogue, les médicaments. Mais pour l'alcool et la drogue et les médicaments, c'est bien de savoir que ces substances facilitent l'expression de la violence. Elles ne créent pas la violence. Quelqu'un qui boit et devient violent est violent de nature. La boisson ne lui donne que le moyen ne lui donne que le courage d'exprimer ce qu'il est en réalité. L'alcool ne le transforme pas, mais l'alcool le libère de toutes les contraintes du regard des autres et il est vraiment lui-même. Donc, que quelqu'un ne dise pas, c'est parce que je suis sous, c'est parce que j'ai été drogué que j'ai fait de la violence. C'est une fausse excuse. Il y a la volonté de dominer l'autre, on en a parlé au début, et puis il y a des gens qui sont vraiment, qui ont grandi pour être des anticonformistes, antisociales. C'est-à-dire que des personnes qui sont contre les choses qui marchent. C'est-à-dire que quand les choses vont bien, lui, il est mal. Il est antisocial. Si sa femme est contente, lui, ça l'énerve. Si son mari est content, ça l'énerve. Et puis, dans la moindre mesure, il y a des gens qui, quand ils n'ont pas d'emploi, deviennent vraiment difficiles à vivre et se mettent à développer des violences. Et puis, nous avons parlé des traits de caractère aussi. Des gens qui sont quand on parle de machisme, c'est les masochistes ou alors des gens qui veulent faire du mal. C'est-à-dire qu'ils ont un manque d'estime de soi ou alors ils ont un excès d'estime de soi qui fait qu'ils pensent qu'il faut déranger les autres. Ils pensent que la paix n'est pas quelque chose de bien pour eux. Donc la première origine, c'est ça, la personne elle-même. Elle peut être à l'origine de ça. Je ne parle pas de la victime, je parle de l'agresseur. L'origine de la violence peut venir de l'agresseur. La deuxième origine est parfois relationnelle et familiale. On a dit qu'il y a des dépendances affectives qui peuvent déboucher sur la volonté de possession de l'autre. Et cette possession-là va faire que, parce qu'il a grandi ou elle a grandi dans une dépendance très forte vis-à-vis de ses parents, avec un amour très prolongé, très passionné avec ses parents, il vient vers l'autre pour obtenir la même chose et ça l'amène à étouffer finalement l'autre. Il y a aussi que les couples parfois repartissent de manière inégale les responsabilités dans le couple. Et ça peut être un problème aussi pour la relation conjugale. Il y a la faible capacité de communication, c'est-à-dire que le couple n'arrive pas à bien communiquer et certains commencent à utiliser la violence comme un outil de communication. Le refus de négocier est caractérisé par une violence de la part de l'autre. Et des psychologues nous disent que le fait que quelqu'un ait vécu de la violence dans son passé lui donne aussi envie, dans le futur, d'exprimer la même violence. Maintenant, regardons l'origine communautaire et sociale de la violence. On a des coutumes et traditions qui autorisent le recours à la violence. Au Cameroun, j'ai entendu parler des tribus où la violence est une forme d'amour, c'est-à-dire qu'à la limite, une femme qui n'est pas violentée par son mari estime qu'il ne l'aime pas suffisamment et que les choses ne se passent pas bien. Donc, il y a cette origine-là. Il y a aussi le fait que certaines personnes sont restées tellement isolées, pauvres et exclues, que leur seul discours, leur seul langage vis-à-vis de l'autre, c'est la violence. Et puis la société aussi a donné l'impression à certains que les rapports entre l'homme et la femme doivent être inégaux, c'est-à-dire que l'homme doit s'exprimer par la violence et non par des arguments, ou alors ses seuls arguments, c'est la violence, et la femme, elle doit être là comme le tam-tam du mari qui lui assène des coups quand il veut. Et puis après, on a la force comme outil extrême, ultime, pour résoudre les conflits. Je vous conseille de suivre nos enseignements de famille à cœur dans la résolution des conflits. Et vous verrez qu'on n'a pas besoin de toutes ces petites choses-là pour pouvoir résoudre les problèmes conjugaux. Les médias aussi nous aident beaucoup dans la violence. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de banalisation de la violence par les médias qui fait finalement qu'on a l'impression que c'est normal d'expérimenter cette violence, que c'est normal de vivre sous cette violence-là. On a les systèmes éducatifs, on a la répression, on a toutes ces choses. Maintenant que j'ai parlé un peu de toutes ces origines-là de la violence, peut-être qu'il est bien
de parler aussi des mécanismes qui caractérisent les violences conjugales. Nous allons voir que, je vous ai donné un petit schéma là, que j'ai pris dans un site internet, que l'histoire de la violence conjugale commence toujours par la séduction et le charme. C'est des gens mariés qui s'aiment et ça commence toujours par j'ai quelqu'un qui s'intéresse à moi, il s'intéresse vraiment à moi, il me soutient, il m'apporte de l'amour, il m'apporte de l'intimité et après il commence à me dire que c'est important, notre nous est sacré, notre nous doit être préservé, notre nous doit être la chose la plus importante au monde. Et quand il commence à dire ça, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à m'isoler des autres. Il faut que notre couple s'éloigne des autres. Il faut que notre couple soit mis à l'écart des autres. Il faut qu'on élimine les contacts avec les familles. Il faut qu'on élimine les contacts avec les amis. Il faut qu'on limite l'accès aux finances et aux ressources. Et donc, c'est comme ça qu'on commence à s'isoler. C'est-à-dire que le conjoint, comment on va dire ça? Le conjoint qui est l'agresseur va tout faire pour isoler sa victime. Et c'est là où la violence va donc apparaître. Ou alors les menaces de violence. On va voir qu'il y a des armes de violence qui sont disponibles. Nous avons parlé de physique, nous avons parlé de la technologie, nous avons parlé du droit. Et puis là, on va donc parvenir à la violence physique ou sexuelle ou toute autre forme de violence après ces trois étapes. Mais ce qui est très drôle, c'est que la personne violentée va finir par revenir encore en arrière parce qu'une fois que la violence s'est manifestée et que l'agresseur est exposé, l'agresseur va demander pardon et revenir encore à la position de la séduction et du charme et s'intéresser à la personne, la soutenir, lui montrer l'importance de leur relation, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai un deuxième schéma qui exprime mieux la situation. C'est celui-ci. Alors, la personne commence par ressentir, nous commençons par le haut. En rouge, c'est l'agresseur et en vert, c'est la victime. L'agresseur commence à monter en puissance au niveau colérique. Il commence à intimider, il commence à menacer. Qu'est-ce qui se passe chez l'agressé? L'agressé commence à sentir que ça risque de mal tourner. Il commence à avoir peur, il commence à marcher sur les œufs, il commence à se dire qu'il faut tout faire pour baisser la tension. Et qu'est-ce qui va arriver après? L'agression. Elle va être verbale, parce que l'agresseur, lui, ne va pas s'arrêter, elle va être psychologique, sexuelle. On a vu tout type d'agression. Et la personne agressée va être humiliée, elle sera triste, elle aura honte, elle va se sentir en détresse, elle va trouver que c'est injuste. Il y en a même qui vont accuser Dieu pour l'occasion. Elle va se mettre en colère. Et elle va exprimer sa colère. Et quand elle va exprimer sa colère, qu'est-ce que l'agresseur va faire? Il va se justifier. Il va trouver des excuses. Nous avons parlé tout à l'heure, oh, j'avais bu, oh, je ne sais pas ce qui m'arrive. Il va rejeter la faute à des éléments externes. Il ne va jamais reconnaître que la faute vient de lui. Il va nier sa responsabilité ou alors il va la minimiser. Et qu'est-ce qui va se passer? La personne agressée va commencer à accepter la justification de l'autre, il va essayer de s'ajuster à l'autre, il va tenter de l'aider, il va commencer même à douter de ses propres perceptions. C'est-à-dire que la personne agressée va commencer à dire que peut-être que je ne t'ai pas vraiment agressé, peut-être que j'exagère dans ma façon de percevoir ce qu'il fait. Et au finish, elle se sent même responsable de l'agression. C'est-à-dire qu'elle trouve des raisons valables à l'agresseur d'avoir fait ce qu'il a fait. Et quelle est la conséquence? C'est que sa colère va diminuer. Et comme sa colère diminue, qu'est-ce qu'il va se faire? L'agresseur va chercher la réconciliation. Il va chercher à se faire pardonner. Il va dire, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'une thérapie de couple, j'ai besoin de... Il va me menacer de se suicider. En réalité, là, c'est la manipulation. Ça, c'est la manipulation parce que dans une situation de violence conjugale, ce n'est pas d'une thérapie de couple qu'on a. On a besoin d'un psy, pas d'un thérapeute de couple. Le thérapeute de couple, c'est quand il y a la tension, quand il y a l'anxiété, quand il y a déjà eu agression, là, c'est un psy qu'il faut, pas un thérapeute de couple. Donc, le fait qu'il demande un thérapeute de couple, c'est comme si votre couple avait des soucis, alors que ce n'est pas le couple qui a des soucis, c'est qu'il y a un agresseur et il y a une victime. Mais la personne agressée, quand l'autre cherche la conciliation, elle va commencer à voir les efforts de l'autre, elle va nous expliquer à nous les thérapeutes que vraiment, tonton, vraiment coach, tu ne vois même pas qu'il fait des efforts, hein, je veux encore lui donner une nouvelle chance.
il a changé d'attitude, il a changé d'habitude, vraiment, je sens le monsieur que j'avais épousé, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retomber au début et le cycle recommence. Le cycle va recommencer. Voilà la réalité des violences conjugales. Et là, je ne parle pas uniquement des violences physiques, je parle des violences de toutes sortes. Maintenant, pourquoi la victime reste dans le foyer? Il y a beaucoup de victimes qui sont dans l'ignorance. Et comme nous avons dit tout à l'heure, elle espère que les choses vont s'améliorer. Et les statistiques démontrent que les victimes attendent souvent 5 à 7 agressions avant de partir. Ça dit que 5, 6, 7 fois avant qu'elles se disent, là, c'est trop. Et parfois, vous avez vu le cycle tout à l'heure, la personne est déconnectée de la communauté des familles et donc elle est déçue de tout le monde. Elle a l'impression que tout le monde l'a lâché alors que c'est elle qui a lâché tout le monde. Et donc cette victime-là se retrouve comme au carrefour et le seul endroit où elle peut rester, c'est chez son conjoint. Parfois, c'est parce qu'elle n'a pas de ressources pour prendre soin d'elle-même ou prendre soin des enfants s'il y en a. Elle est coincée. C'est l'un d'autres conjoints peut-être qui a apporté des ressources et donc du coup, elle reste dans le foyer alors qu'il y a des difficultés. Et puis, il y a des croyances religieuses et culturelles qui sont aussi l'enterrement même de certains. Ça, on va te dire, il faut mourir en soi, il faut prier, il faut supporter. Ce n'est pas que toutes ces choses sont mauvaises, mais nous allons voir tout à l'heure qu'à chaque étape, il y a des choses qu'il faut faire. Les mauvaises croyances peuvent t'amener à vivre un enfer là où Dieu ne voulait pas que tu vives l'enfer. Il y en a aussi qui pensent qu'elles peuvent se protéger par elles-mêmes, peuvent se protéger, peuvent protéger leurs enfants. Et puis, il y a une dernière catégorie. En réalité, elle reste parce que le gars lui a dit ou la femme lui a dit, tu sors, je vais te tuer. Tu bouges de là, je vais te blesser. Et du coup, la personne vit dans une terreur, mais elle est là. Parce que l'autre lui a montré que tu n'as pas d'autres endroits où tu peux partir. Je suis là et je vais te retrouver partout où tu iras. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On est dans une situation où la violence est là. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons expliqué auparavant un certain nombre de choses qui devraient permettre d'anticiper sur la violence. On a décrit les différents types de violence pour dire que si vous commencez à expérimenter ces choses chez vous, il y a quelque chose à faire rapidement. Vous ne devez pas attendre que le, toutes ces conditions soient réunies pour faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Première chose, il faut que la personne qui est violentée prenne conscience de la situation. Et l'une des prises de conscience que je conseille aux gens qui sont dans la violence, là, qui vivent dans une situation de violence, c'est de se rappeler qu'elles ne sont pas responsables de la situation. Parce que tout le monde va essayer de vous montrer qu'on vous a frappé parce que vous avez eu tort. Je me rappelle qu'une étude a montré ça au Brésil, où certaines personnes reprochaient à leurs victimes d'avoir créé la situation. On avait un monsieur qui viole une fille et il dit que c'est parce qu'elle portait une courte jupe. Et du coup, la jeune fille se sent responsable du viol qu'elle a subi. Non, prenez conscience, il est violent, ce n'est pas de votre faute. Ce que vous avez fait l'a révélé. Ce que vous avez fait a révélé son caractère caché. Vous êtes même peut-être manipulé ou sous emprise. Au moment où ces actes de violence arrivent, peut-être que depuis, on vous a embobiné. Je veux aussi que si tu es dans cette situation, que tu te souviennes que ta vie est importante. Si Dieu t'a donné la vie, elle est importante. Et n'oublie pas que tu sois chrétien, animiste, païen, tout, tu as des droits. Tu as des droits. Et quand tu prends conscience de la situation, c'est notre rôle, famille à cœur, demande de l'aide rapidement. N'attends pas que le pire arrive. Parce que quand le pire arrive, nous, on ne peut plus aider. Ceux qui peuvent aider, c'est les psys ou alors la police ou le tribunal. Demandez de l'aide dès que vous ressentez les premiers signaux d'alerte que j'ai décrits tout à l'heure. Si un seul signal se produit chez toi, écris-moi inbox. Dis, voilà ce que je vis, je suis coincé, je ne sais pas ce qu'il y a à faire, dites-moi. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, il faut que dès que tu as des doutes, tu parles à un conseil. Les conseils, ça va être
famille à cœur. Ça peut être ton leader dans ta communauté, ton leader spirituel. Tu lui en parles, tu lui dis ce que tu es en train de vivre. Et en réalité, et c'est ça qui est extraordinaire dans les situations de violence conjugale, c'est qu'il y a une espèce de syndrome de Stockholm qui s'est développé. C'est-à-dire qu'une femme est frappée par son mari et elle a honte d'en parler en public. Et pourquoi elle a honte d'en parler? Parce qu'elle pense qu'elle va exposer son mari. Ça dit que la victime protège le bourreau. La victime se met dans une posture où il ne faut pas qu'on sache que son mari fait ça. Il y a une avec qui j'ai travaillé il y a quelque temps et son mari a posé un acte détestable. Et je lui ai dit, la prochaine fois qu'il pose ce genre d'acte-là, tu le filmes. Elle a fait une courte vidéo de 3 secondes ou 5 secondes. Quand elle est revenue en lui, il a nié tout, en bloc. Si elle n'avait pas eu cette vidéo, il aurait pu l'amadouer au point où elle allait penser qu'elle est responsable de ce qui est arrivé. Mais devant témoin, elle a montré la vidéo et il était obligé de revenir à lui, de dire, je suis désolé. Il faut savoir se fixer des limites à soi. Il faut se fixer des limites de la souffrance. Le mariage, ce n'est pas la souffrance. Il faut savoir se fixer des limites. Quand Dieu a créé le mariage, il a vu que cela était très bon. Ça, c'est le 6e jour. Il n'a pas envoyé les gens dans la famille, dans le mariage pour souffrir. Ce n'est pas un centre de développement de frustration. Le mariage, c'est un endroit pour s'épanouir. Mais il faut se fixer des limites en disant, dès que ça atteint cette limite, je ne suis plus dans le mariage. Je suis maintenant dans une histoire que je ne comprends pas. Et autant tu te fixes les limites, jusqu'où tu peux aller en supportant ton conjoint, il faut que tu lui fixes aussi les limites. Jusqu'où il doit aller, que tu tolères. Il faut qu'il sache qu'il y a un niveau que tu ne vas pas tolérer. Tu vas sortir l'information, tu vas en parler aux voisins, tu vas en parler au pasteur, tu vas en parler au thérapeute. Il faut qu'il sache qu'il est, lui, l'agresseur, qu'il est exposé, qu'à tout moment, tout le monde peut savoir ce qu'il a fait. Il faut se mettre en sécurité. Dès que tu ressens que la situation commence à tourner au vinaigre, mets-toi en sécurité. Je répète, mets-toi en sécurité. Et je dis de manière claire et à haute voix, je n'ai pas dit de divorcer. Je n'ai pas dit de quitter ton conjoint. J'ai dit se mettre en sécurité. En fonction de votre vie conjugale, de votre relation, du pays dans lequel vous êtes, des institutions, vous allez savoir ce que ça veut dire se mettre en sécurité. Dans certains pays, il y a des structures pour sécuriser les personnes violentées. Ces structures ne sont pas là pour encourager les divorces, mais on se dit, tu te mets en sécurité le temps qu'ils se reprennent, le temps qu'ils suivent sa thérapie. Chez vous, ça peut être chez le pasteur, si votre communauté a mis en place ce genre de cadre. Ça peut être chez, je ne sais pas, mais il faut se mettre en sécurité de toutes les façons, ce qui ne veut pas dire divorcer. Et puis après, pendant que tu es en sécurité, il faut, et se mettre en sécurité, il faut que je le dise entre parenthèses, parfois c'est la partie la plus compliquée dans la vie de la personne qui est persécutée, qui vit sous cette violence. Parce que comment va-t-elle sortir avec un bourreau qui l'attend, qui est là, qui surveille tous ses faits et gestes, qui a maîtrisé son téléphone, qui sait avec qui elle parle et tout ça. C'est parfois là où c'est compliqué de se mettre en sécurité, mais trouver un moyen de sortir de cet endroit et se mettre en sécurité. Il faut savoir que les affaires sociales dans tous les pays prennent en charge les personnes qui sont dans ce genre de difficultés. La gendarmerie, la police et même la justice prennent en charge ce genre de personnes. Tout à l'heure, en discutant sur le thème d'aujourd'hui, quelqu'un m'a dit, mais quand tu vas au tribunal, c'est pour divorcer. Non, on ne porte pas plainte à son conjoint uniquement pour le divorce. Pour des violences conjugales, on lui porte plainte. Le code pénal a plein d'articles sur les violences conjugales. On va le sanctionner. On ne va pas vous séparer forcément. Donc, pensez qu'il faut que, comme ma foi chrétienne ou la foi du groupe que je fréquente interdit le divorce, ça veut dire que je ne peux pas porter plainte à mon conjoint. Vous vous trompez. Tu peux porter plainte pour qu'on le redresse, pour qu'on le ramène à l'ordre. Et au Cameroun, par exemple, où je suis, il y a une hiérarchie de plaintes. La première plainte se fait aux affaires sociales et on le convoque, on lui parle. S'il ne réagit pas comme les affaires sociales demandent, on fait monter votre dossier à une échelle supérieure. Ce n'est pas ma compétence, ça, c'est les avocats qui peuvent vous expliquer ça. Mais on a besoin de dénoncer la violence. Tu as besoin de dénoncer cela. Tu n'as pas le droit de vivre avec ça.
tu dois dénoncer. Mais dénoncer ici ne veut pas dire aller à Radio Cameroun, ça ne veut pas dire aller sur Facebook et poster les vidéos de violence de votre couple ou sur WhatsApp ou sur autre chose, mais c'est d'aller vers les endroits où on peut lui faire appel. La Bible dit qu'il y a une démarche pour cela. La Bible propose que la première démarche pour dénoncer la violence, c'est de dénoncer à la personne elle-même. Tu lui parles à lui-même. Et tu lui montres la violence qui se passe. Ça ne va pas forcément marcher, je vais vous dire pourquoi plus tard. Ça ne marche pas, tu le fais devant témoins. Les témoins, le plus souvent dans les couples, ce sont les parents, ce sont les mentors, ce sont les leaders à l'église. Parfois, l'église a même reparti les rôles entre les leaders pour pouvoir aider. Il y a même beaucoup d'églises qui ont mis en place dans leur cadre un ministère de la famille dans lequel on peut aller parler de ce genre de choses. Mais pendant que tu es en sécurité, là, tu peux commencer à parler de pardonner. Pardonner. Pardonner ne veut pas dire que tu n'as pas mal. Pardonner ne veut pas dire que tu es d'accord avec les bêtises qu'il fait. Mais pardonner veut dire que tu veux libérer ton cœur de ce fardeau. Mais quand tu as pardonné ma soeur ou mon frère, il faut lui imposer que mon retour à la maison, parce que je suis dans un endroit sécurisé, ne se fera que si tu as accepté de te faire suivre par un thérapeute spécialisé dans les violences conjugales. Il le faut. Il le faut absolument. Ne te mets pas dans la posture de j'aurais honte de mon mari parce que tout le monde saura ce qui s'est passé. Je t'informe que si tu ne le fais pas, les gens ne sauront pas ce qui se passe. Mais quand tu mourras comme la chantre, tout le monde entier sera au courant de ce qui s'est passé. Donc, ce que tu veux protéger aujourd'hui, tu vas l'exposer par ta propre mort ou par comment on veut dire, les conséquences de ce qui s'est arrivé. Parce que la violence conjugale ne va pas forcément aboutir à la mort, mais ça va aboutir à des voisins qui viennent casser votre maison pour te libérer de ce qui est en train de se passer. Et là, ils vont diffuser contre ta volonté ce qui s'est passé. D'autres viennent même avec leur téléphone directement pour filmer et envoyer en live dans les réseaux sociaux. Tu pourrais devenir une épave émotionnelle. C'est-à-dire, il t'a détruit ou elle t'a détruit avec ses paroles venimeuses et tout. Tu peux être détruit même si tu restes dans la relation conjugale. Tu peux être totalement détruit. C'est pour ça que se mettre en sécurité me semble être la chose la plus importante à faire. Maintenant que tu as fait toutes ces choses, il y a des choses qu'il faut éviter. Il faut éviter absolument de se taire. Quand vous vivez sous la violence conjugale, je l'ai dit et je le maintiens, il faut éviter de se taire. Mais j'ai dit le contraire d'éviter de se taire, ce n'est pas aller parler à la radio. Ce n'est pas aller parler dans les réseaux sociaux. Il y a des canaux bien définis vers lesquels tu dois aller t'exprimer. L'expérience que j'ai des couples, c'est que aller parler aux parents de ton conjoint de ce que tu vis dans ta relation conjugale n'arrange pas forcément les choses. Ils vont le blâmer, mais lui va les corrompre. Et après, ce sera toi qui seras au milieu. En parlant à tes propres parents n'aide pas toujours. Va vers les personnes dont c'est la spécialité, va demander de l'aide. Si vous fréquentez une communauté, parlez-en à votre pasteur. Parlez-en à votre pasteur. S'il ne s'en sort pas, cherchez ailleurs. Il y a des thérapeutes. J'ai rencontré une dame, avant qu'on termine. Elle avait cette difficulté avec son mari. Il lui développait une violence qu'on va appeler la violence psychologique. Il était capable, assis à table, de renverser la table à manger parce qu'il a découvert que ce n'est pas la bonne ou sa fille qui a préparé, mais c'est son épouse qui a préparé. Est-ce que vous imaginez cette image devant les enfants et parfois devant les étrangers? Un époux qui renverse la nourriture en disant « J'ai déjà dit qu'elle ne va pas préparer dans cette maison, je ne veux pas me faire empoisonner et tout ça. » Et tout le monde est là. Elle a vécu ça. Et elle se dit « J'en parle à mon pasteur. » Et le pasteur appelle son épouse pour pouvoir aider la jeune fille. La jeune fille en parle en pleurant. Et l'épouse du pasteur lui dit « Tu n'es pas encore suffisamment soumise. » Et la dame lui demande « Qu'est-ce qu'il faut en plus de ce que je fais ?» Elle lui dit « Même s'il faut te coucher par terre, qu'il marche sur toi. Parce que tant qu'il n'a pas changé, ça veut dire que tu n'es pas suffisamment soumise. » Pour moi, ça, c'est des fausses doctrines.
Ça, c'est amener les gens à la mort. Quand vous avez un pasteur qui commence à avoir un discours bizarre, suspect et surtout d'incompétence, allez voir un thérapeute. Donc, c'est la spécialité. Il va certainement vous donner les voies ou les personnes les plus appropriées à rencontrer. Évitez de croire qu'il va changer aussitôt. Je vois, il te frappe ou elle te frappe, que ce soit violence physique ou toute autre sorte de violence, et revient t'amadouer après, et tu te dis, oh mon chéri, c'est sûr, il a perdu sa paix, c'est sûr, il est mal en point parce qu'il m'a fait du mal, c'est sûr qu'il va changer après. En réalité, il ne va pas changer après. En réalité, ce qui va se passer, et ça, vous devez le savoir, c'est que la violence est rentable pour l'agresseur. La violence est rentable pour l'agresseur. Quand il y recourt, il atteint son objectif, ce qui provoque un renforcement de son comportement. C'est-à-dire, s'il a fait une violence une fois qui a marché, il aura envie d'en faire une autre. Si une fois il a fait la violence et ça a marché, plus tard, il en fera une autre. C'est pour ça que le jour où il essaye un acte de violence, il doit pouvoir le regretter. Tu dois pouvoir créer une situation qui l'oblige à regretter son acte. J'ai dit à une dame une fois, euh, il y a des moments où il faut créer des conflits dans la relation conjugale, parce qu'en créant ce conflit-là, il va permettre de marquer les frontières, il va permettre d'être clair dans ce qu'on doit vivre. Il y a une espèce de violence conjugale. La violence conjugale ne doit être tolérée d'aucune façon. C'est-à-dire, dès qu'il pose un acte de violence conjugale, il faut qu'il comprenne qu'il ne doit plus jamais le faire. Quand je dis il, je parle du conjoint, pas de l'homme ou de la femme. Parce que pour moi, les violences viennent de toutes les parts. Dès que ça a été posé, il faut que l'autre comprenne que la manière dont mon conjoint gère mes violences est telle que je ne dois plus essayer. Vous devez intégrer cela. Donc voilà à peu près ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.